c'est parti. Peut-être une courte présentation. Donc maintenant, on a parlé beaucoup d'Harry Potter, mais Harry Potter s'inscrit dans une tradition et un genre littéraire dont on parle peu sur les médias. Donc aujourd'hui, nous avons Jeanne, qui est la fondatrice d'Obscurus Press, mais qui est aussi libraire dans la vraie vie et qui tient le blog Pile à lire, qui va nous parler de littérature jeunesse aujourd'hui. Merci beaucoup Agatha, rien, bonjour Jeanne. tout le monde. Alors effectivement je m'appelle Jeanne, je suis libraire depuis 5 ans maintenant et moi je vais vous parler de littérature de jeunesse. Alors d'abord je vais vous expliquer comment je suis née à la littérature de jeunesse. Quand j'étais petite moi, je lisais des livres pour les grands et une fois que j'étais un petit peu grande, je me suis mise à lire des livres pour les petits. Et grâce à Harry Potter notamment évidemment. Et j'étais passionnée par cette littérature et qui pourtant ici n'est pas forcément la plus comment dire, la mieux représentée, que ce soit dans les médias, dans la télé, dans l'esprit collectif, à l'école, etc. Je ne suis pas sur la bonne page. Voilà, là ce sera mieux. Je te laisse continuer l'introduction, je vais juste chercher les asks pour les questions. Vas-y, vas-y. Alors, on est dans un pays qui est quand même très élitiste d'un point de vue littéraire. C'est un pays qui est, enfin la France évidemment, on a une grande tradition très littérophile, je ne sais pas comment dire, où on aime beaucoup la littérature avec un grand L. Dès qu'on pense littérature, on pense Victor Hugo, Maupassant, Ronsard et compagnie. Du coup, quand on dit que la littérature de jeunesse, dans laquelle il y a des albums, des livres cartonnés, des livres sonores, des romans, etc., eh ben, ça fait parfois sourire, parfois rire, parfois il y a des haussements d'épaules dédaigneux. Et moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la littérature de jeunesse, c'est une vraie littérature. Donc voilà. Donc le côté élitiste français, d'un côté c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir des choses plutôt, comment dire, des choses plutôt classe pour défendre le livre. Par exemple, on est l'un des premiers pays à avoir instauré le prix unique du livre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en France les prix neufs sont au même prix partout, mais vraiment partout. Enfin, un livre neuf que vous allez l'acheter chez votre libraire du coin, à la Fnac ou sur Amazon, ce sera le même prix. La différence est sur le livre d'occasion. Mais les livres neufs sont au même prix, ce qui a permis de garder quand même une certaine... ce qui a permis de garder une certaine, comment dire, on a une grande vie de librairies indépendantes en France et c'est notamment grâce à ça, le fait que la concurrence entre deux lieux de vente de livres, ça se fasse pas sur le prix du produit mais sur la qualité d'accueil, etc. C'est quand même vachement chouette. Qu'est-ce qui se passe, Agatha? Ça marche pas, c'est ça? J'attends la tablette et comme je suis une débile avec le tactile, je sais pas comment trouver les questions. D'accord, bon bah elle revient, c'est pas grave. Ensuite, le côté assez élitiste, c'est plutôt chouette parce qu'on a un pays qui a quand même une très bonne réputation d'un point de vue mondial sur la littérature. Nos auteurs sont étudiés dans tous les pays. Notre langue est apprise à peu près partout, donc c'est quand même plutôt classe. Et puis voilà. Mais après, je suis en train d'expliquer en quoi la France est un pays élitiste. Et en quoi c'est bien, mais en quoi aussi c'est très pas bien. Et donc je place ma superbe question de pourquoi que la France est... Est-ce que c'est vraiment le cas qu'en France ou est-ce qu'il y a d'autres pays près de chez nous qui ont la même chose? Je pense que c'est un truc de pays de langue latine. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on se considère comme les pontes de l'univers, parce qu'on est censé avoir la civilisation la plus ancienne, je sais pas quoi, mais c'est complètement con, parce que c'est faux. C'est peut-être un côté héritage de Rome, j'en sais rien, mais on a ce côté... Les langues latines, généralement, elles sont... Je pense qu'en Italie, il y a un peu le même problème. En Espagne, il doit y avoir le même problème. On peut facilement citer des grands auteurs italiens, espagnols. Par contre, des grands auteurs, je sais pas moi, kenyans, eh ben non, parce que voilà, c'est pas de la langue latine. Bref, voilà. Et je pense que en Occident, en tout cas, dans les pays latinisants, enfin de langue latine, je vais parler très mal aujourd'hui, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, comme tout le monde ici. Il y a cet élitisme, la langue est importante, la langue a un côté très classe, il faut la maîtriser, on a des grandes traditions d'apprentissage de la rhétorique, etc. et tout, donc on sait que la langue peut être un outil, et du coup la littérature ça peut être quelque chose qui aide à propager des idées, puis une idée de nation, etc. Je pense que dans les pays anglophones, oui, c'est ce que j'allais te demander. Il n'y a pas ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Les pays anglophones ont très tôt défendu des littératures qui sont considérées comme des sous-littératures par certaines personnes. C'est en Angleterre qu'il y a eu la naissance de la fantasy. Oui, les littératures de l'imaginaire, SF fantasy, la bande dessinée, les comics américains, etc. C'est très vite des choses qui ont été institutionnalisées comme étant... des littératures.
Et en France, on a beaucoup plus de mal avec ça. Alors après, moi, je parle de la France parce que je suis française. Je connais comment ça fonctionne, la littérature française, l'image qu'on en a, puis avec les retours que j'ai de certains clients, etc. Mais je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays, mais je pense que c'est un problème de pays de langue latine. D'accord. Voilà. Et donc, comme j'expliquais, cet élitisme, il peut du coup déclencher du snobisme et créer une certaine pression sur les lecteurs aussi. On a tous eu ce prof qui nous demande de lire un livre qu'on n'a absolument pas envie de lire, qu'on essaye de lire et auquel on ne comprend rien. C'est une torture d'aller jusqu'au bout, mais c'est parce que c'est Zola, mais parce que c'est Proust, mais parce que c'est machin, et il faut l'avoir lu. Et ça, c'est terrible. Il y a des auteurs qu'on peut découvrir toute leur vie. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, j'ai lu Zola en seconde, ça m'est complètement passé au-dessus. J'ai relu du Zola il y a 2 ans et j'ai adoré. Ça dépend des histoires des lecteurs, etc. Bref, du coup, tout ce qui est les sous-littératures, tout ce qui est la science-fiction, la fantasy, le fantastique, la bande dessinée, le manga et la littérature de jeunesse, c'est pas forcément étiqueté comme étant de la littérature avec un L majuscule en France. Et ça, c'est un gros problème. C'est assez drôle parce que, excuse-moi, je réagis comme ça, mais au final, c'est pas mal de choses qui tiennent souvent, qui impliquent de l'imaginaire, des choses qui ne sont pas de la vraie vie un petit peu. Alors est-ce que tout ce qui fait partie des histoires que l'on se raconte, c'est quelque chose qu'on réserve à un âge donné et à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit de croire en certaines choses? Parce que c'est marrant, j'ai juste fait le parallèle, te dire fantasy, SF, fantastique. Après le fantastique, c'est vrai que c'est plus inclus dans la vraie vie. Peut-être, je ne sais pas s'il y aura besoin de redéfinir les termes, mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que je viens de me faire la réflexion que... Mais en fait, ce sont des genres populaires. C'est des genres de divertissement. C'est pas des genres... Enfin si, c'est des genres aussi, on va réfléchir à la place de l'homme dans le monde, on va réfléchir à quoi ça sert de vivre, etc. Ça, on parlait de 1984, on parlait d'œuvres comme ça qui appartiennent à la SF, qui justement font se poser des questions sur la société. Mais ce sont des livres qui se passent dans un monde imaginaire, souvent. Et l'imaginaire, en France, c'est pour la télé. C'est pas pour la littérature. Et ça, c'est terrible parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on place quelque chose dans un contexte différent d'une autre que ça n'en est pas vrai. Le roman historique aussi. Jules Verne, il faut savoir que maintenant, c'est un grand nom de la littérature française, mais au 19e siècle, les littérateurs ne lisaient pas ces livres parce qu'ils considéraient... C'était populaire, c'était publié dans le journal, quel intérêt, c'était même pas pour les enfants, hein, c'était pour tout le monde, mais c'était tellement populaire, on n'allait pas lui donner un Goncourt quand même. Un peu comme Dumas. Comme Dumas, comme des auteurs qui maintenant font partie du répertoire classique et qui généralement sont beaucoup plus faciles à faire lire à des enfants que Proust et compagnie, quoi. Donc, bon, après, j'ai rien contre Proust, hein, personnellement. Je ne l'ai pas lu, mais il va souvent revenir comme exemple parce que c'est quand même des sacrés pavés. Et une littérature pas facile d'accès. Il faut quand même l'avouer qu'il a un style un peu abscon, monsieur. Complètement. Alors après, tu voulais redéfinir les thèmes. Alors, la science-fiction... c'est vrai qu'on risque pas mal en parler, donc vas-y, la science-fiction. La science-fiction, c'est des romans de fiction qui se passent dans un monde différent du nôtre parce que c'est un monde qui est soit longtemps dans le futur, soit dans une autre galaxie, où il y a souvent une implication technologique. Il peut y avoir aussi de la fantaisie, etc., mais c'est mélangé. Mais bon, globalement, c'est ça la science-fiction. Alors que la fantaisie, c'est la même chose, sauf que c'est dans un univers dans lequel la magie fait partie des règles de cet univers, globalement. Même l'univers peut être dans un futur... oui, tout à fait. C'est ça, c'est pour ça. C'est très... des fois, ça s'entremêle. Il n'y a pas de définition carrée, mais globalement... Et le fantastique, c'est des histoires qui se passent dans notre monde à nous, mais où surgit le surnaturel. Donc le surnaturel ne fait pas partie des règles de l'univers dans lequel ça se passe, mais ça surgit. Par exemple, les histoires de vampires, c'est du fantastique. Les histoires de fantômes, c'est du fantastique. Les histoires de, je ne sais pas moi, de monstres sous le lit, c'est du fantastique. Souvent, personnes qui se transforment, par exemple, je pense à Kafka, ça serait du fantastique. C'est du fantastique, voilà. Des choses extraordinaires qui surgissent dans un quotidien tout à fait banal et auquel on peut se référer. Je pense que c'est tous vos romans historiques, ça se passe à une autre époque. Et roman policier, on n'a pas parlé du roman policier, mais c'est aussi un genre très populaire qui maintenant est assez intégré d'un point de vue reconnaissance des académiciens, etc., comme étant un vrai genre littéraire. Mais c'est parce que c'est un des plus vieux, du coup, il a dû batailler. C'est drôle aussi parce que, pareil, c'est un choix purement éditorial, mais ce sont des livres qui sont très discrets en général. Les romans policiers, c'est des couvertures noires, c'est des trucs très... Après, c'est aussi un choix marketing éditorial. Tu vas dans une librairie, le rayon avec
avec toutes les tranches noires, ce sont les policiers. Voilà. Les tranches qui brillent, c'est la SF, et les tranches un peu marron, c'est la fantasy. Enfin voilà, c'est aussi pour s'y reconnaître dans les rayons. Mais il y a pas que, enfin je veux dire, il y a rarement des trucs très colorés dans les trucs policiers, tu vois, alors que ça pourrait être un crime. Alors il y en a aussi sur les cocotiers, tu vois. Il y en a aussi. Des fois, il y a des livres qui jouent avec le genre. Il y a la série des poulets grillés, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Poulets grillés. Elles sont orange vif, jaune vif, bleu vif. D'accord. C'est très rigolo, mais c'est des policiers. Ce sont des romans policiers complètement loufoques, mais. D'accord. Bref, et du coup, la littérature de jeunesse, c'est un de ces sous-genres qui est le plus récent. Du coup, c'est celui qui a encore le plus de mal à se faire reconnaître. À quelle période tu estimes l'émergence de ce... Alors, je sais que c'est une question compliquée. C'est compliqué. En tout cas, à quel moment c'est devenu suffisamment populaire pour que les gens se disent je vais acheter un livre pour mon enfant, par exemple? En fait, tout dépend de la notion d'enfance. La notion d'enfance, sociologiquement, c'est très différent d'une époque à l'autre. Il y a des époques où l'enfant, c'était juste un adulte en devenir. Du coup, on l'abreuvait de choses qui en permettaient de faire un adulte responsable plus tard. Il y a d'autres époques où l'enfant, jusqu'à 5 ans, on s'en fout, c'est juste un trou qu'on nourrit et qui se vide. Voilà, c'est tout. Et puis ça devient intéressant à partir de 7 ans. Voilà, ça dépend des époques. Notre vision moderne de l'enfance, comme étant une étape à part entière, ça date de Rousseau. D'accord, donc c'est 18e. C'est Rousseau avec l'éducation qui a commencé à réfléchir. Enfin, c'est pas le seul, il y en avait plein d'autres. Il y a eu j'ai plus les noms là évidemment, mais il y a d'autres penseurs, philosophes qui ont réfléchi en Angleterre, en Allemagne, etc. C'est beaucoup l'époque romantique qui s'intéresse beaucoup à l'enfance. Merci les romantiques. Pour comprendre l'émergence des névroses, c'est ça, il faut chercher dans l'enfance. C'est ça. Mais tout ça, c'est lié, mine de rien. Freud, c'est lié à l'émergence de la littérature de jeunesse. Donc c'était le début du XXe siècle. Freud. C'est ça. En fait, on va dire que ça commence au XVIIIe siècle avec l'émergence des mouvements romantiques en Europe. Okay. Parce que le romantique considère que l'enfance est un âge perdu, un âge parfait, où on est innocent, on n'est pas perverti par le monde, alors qu'on sait maintenant avec les avancées en psychologie, etc., que les enfants sont parfois très cruels. Mais il y avait cette idéalisation de l'enfance comme étant un moment parfait qu'on perd en grandissant, avec le vice, etc., quelque chose de très religieux derrière. C'est ça qui fait qu'il y avait certains auteurs qui avaient des relations avec des enfants qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Lewis Carroll, avec la petite Alice, des gens l'auraient accusé de pédophilie aujourd'hui, alors que non, il y avait, je pense... On n'y était pas, mais c'était des relations platoniques, plutôt d'admiration platonique. De se dire, ah là là, cette époque révolue. C'est ça. D'accord. Comme James Barrie avec les enfants Davis qui lui ont inspiré Peter Pan, c'était aussi ce côté, ah mais l'enfance c'est merveilleux, pourquoi il faut que ça passe, cette nostalgie perpétuelle, quoi. Donc les romantiques ont beaucoup aidé à s'intéresser à l'enfance. Tu as tenu 5 minutes sans parler de Peter Pan, je crois. T'as vu, oui, j'ai un problème avec Peter Pan pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc tout ça c'est très intéressant. La littérature de jeunesse, en gros, comme on l'a définie aujourd'hui, et vous allez voir c'est difficile à définir la littérature de jeunesse, c'est en gros à partir de quand on a commencé à faire des livres spécifiquement pour les enfants. Il y a eu plusieurs marqueurs. Il y a eu William Blake qui a écrit Songs of Innocence. C'est un poète londonien qui a écrit des poèmes sur l'enfance et pour les enfants. C'est beaucoup des comptines, des rhymes, comme on dit en anglais, qui sont des choses très un peu de la ritournelle, etc. C'est un poète romantique, évidemment. Et lui, il a commencé à réfléchir aux livres qu'on peut faire pour les enfants. Donc lui, c'était beaucoup des chansons, des comptines. Il y a eu aussi toujours en Angleterre Beatrix Potter qui a fait les livres de Pierre Lapin et qui a exigé auprès de ses éditeurs que ces livres soient petits parce que c'est pour tenir dans des petites mains. Elle trouvait ça bizarre qu'on fasse des grands livres pour les enfants qui ont des mains ridiculement petites. Il y a eu... Donc Beatrix Potter, c'est dans les années 1900... non, c'est avant. C'est au 19e siècle, Beatrix Potter. Ici, en France, on a eu des auteurs qui se sont... Alors, en France, c'est plus compliqué parce que, toujours avec ce côté très élitiste, je vous rappelle que Jules Verne, on le considérait comme de la merde. Hein, donc, déjà, Jules Verne, hein, donc voilà. Si en plus vous écrivez pour les enfants, je vous raconte pas. Mais par exemple, il y a la comtesse de Ségur qui a beaucoup aidé à faire des choses. Alors oui, les valeurs de Sophie, etc. Ces textes sont très moralistes, évidemment. Bon, c'est une héritière de l'aristocratie russe, hein, donc très religieuse, etc. Mais elle a aidé à faire des livres destinés aux enfants, où les enfants qui sont dans ces livres font des bêtises. Ce sont pas juste des modèles, ce sont aussi des enfants qui font les mêmes conneries que les enfants qui lisent. Donc ça a été génial aussi. Ça explique beaucoup son succès à travers les générations. Moi, j'ai toujours des enfants aujourd'hui qui viennent me voir en magasin pour me dire, ah, j'ai lu
Les Mains de Sophie, maintenant je vais lire Les Petites Filles modèles. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans ces romans dans lesquels tous les enfants se retrouvent. Mais dès la sortie, ça a fonctionné. Oui. L'idée d'avoir des livres pour les enfants. C'était sorti de la bibliothèque rose. Et en plus, avec des bêtises, les parents ne sont pas dit, mais ça a donné des mauvaises idées à mes enfants, etc. Parce qu'il y avait toujours le côté à la fin, les bêtises sont punies, l'enfant comprend sa bêtise. Sophie, elle a du mal des fois à comprendre, hein, mais bon, elle subit comme tout le monde, et puis voilà, comme tous les enfants. Alors ça, il faut souligner le travail de Hetzel, qui est l'éditeur qui a fait les Jules Verne d'ailleurs. Qui a fait les Jules Verne, et aussi les éditions Hachette qui ont permis qui ont fait toutes ces éditions populaires. Il y avait la bibliothèque rose pour la Comtesse Ségur, c'était pour les enfants. La bibliothèque verte, c'était les récits d'aventure. La bibliothèque, je ne sais plus quelle couleur, il y avait pour du policier, il y avait de l'historique, etc. Cette maison d'édition a tout fait pour développer les littératures populaires. Alors tout ça, c'est grâce aussi au réseau de chemin de fer, qu'il fallait occuper les gens pendant les trajets, le développement des littératures de gare aussi, comme on l'appelle, c'est-à-dire c'était des petits livrets tout fins qui coûtaient quelques centimes qu'on pouvait acheter pour se détendre dans le train, voilà, c'est ça. Et la Comtesse de Ségur a eu sa propre collection qui était la Bibliothèque Rose, qui a été créée pour elle, et elle a du coup inauguré cette collection, et ensuite c'est engouffré tous les Fantomettes et compagnie qu'on connaît, mais voilà. Le club des 5, etc. Ouais. C'était là-dedans aussi, je crois. Alors après, la littérature pour la jeunesse, on peut dire par exemple les aventures de Télémaque de Fénelon, c'est pour la jeunesse, parce que c'est dédié aux adolescents. Mais je ne connais pas d'adolescent qui lit les aventures de Télémaque. Rarement. Oui. C'est une réécriture des aventures d'Ulysse, certes, c'est très sympa, mais c'était peut-être sympa au XVIIe. Je crois que maintenant, à part les gens qui font vraiment des études de littérature moderne, je ne vois pas trop qui peut lire ça. Donc voilà, la littérature pour la jeunesse, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des textes que se sont appropriés les jeunes qui n'étaient pas à l'origine faits pour la jeunesse. Le grand exemple que je sors tout le temps, c'est Le Seigneur des Anneaux. Oui. À l'origine, Tolkien ne l'a pas du tout écrit pour des enfants, quoi. Enfin, c'est les enfants qui se le sont appropriés. C'était plutôt Bilbo qui était d'abord destiné à ses enfants plus jeunes, il me semble. Alors, c'est ce qui s'est dit après éditorialement, mais je ne pense pas forcément que Tolkien l'a pensé pour des enfants. C'est ce que j'ai longtemps pensé, puis j'ai lu des choses dernièrement qui m'ont fait dire qu'en fait non, c'est quelque chose qu'on se dit, mais en fait c'est pas vrai. C'est plus accessible, c'est vrai. Oui. C'est plus facile, mais c'est pas forcément plus destiné aux enfants que Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Donc la naissance de la littérature de jeunesse, c'est un peu compliqué. La littérature de jeunesse, comme on la connaît aujourd'hui, elle doit beaucoup à plein de petites étapes comme ça. Sachant que là, ces ouvrages que l'on évoque, c'était quand même déjà pour des enfants qui avaient un certain âge. C'était pas pour des tout petits de 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors la lecture pour les tout petits, tout petits, ça commence avec. Je pense que l'influence là de la psychanalyse est très importante. C'est là qu'on commence à penser que peut-être tout ce qu'on vit dans la petite enfance, ça peut nous marquer pour le reste de la vie. Il y a notamment les éditions du Père Castor dans les années 30-40 qui a fait venir en France des albums russes. Des grands, je sais plus comment ça s'appelle. Qui sont réédités d'ailleurs, qu'on peut trouver en magasin. C'était des ouvrages, j'ai pas de nom d'auteur là, mais vous pouvez facilement retrouver ça en googlant, hein. Vous êtes des pros, vous savez le faire. C'est des auteurs qui ont beaucoup réfléchi au livre déjà en tant qu'objet, pour le sortir de son carcan, de juste c'est des pages qu'on tourne, et qui ont joué avec les formes, les matières. Moi j'avais vu des pop-up avec des animaux, c'était des auteurs russes. Comme par hasard, des pop-up avec des animaux. Oui, bon. Hein. Oui, je crois que je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les comportementalistes, c'est pas ça, mais bref, il y a toute une mouvance russe qui est venue en France grâce aux éditions du Père Castor, que tout le monde connaît maintenant, les éditions du Père Castor, et qui a permis de développer aussi les albums pour les tout petits. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont penchés sur le livre illustré, parce que le livre illustré permet une liberté qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres médiums, que la peinture ne permet pas forcément, que le cinéma ne permet pas forcément, mais que le livre, par son format particulier, et son destinataire qui est l'enfant, peut permettre. Donc, l'album pour la jeunesse, vous savez, les livres illustrés, ça a aussi été un gros truc, mais ça date plus du XXe siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment une littérature très récente et qui commence à peine à rentrer dans les universités, à être étudiée avec sérieux. Ce qui a beaucoup aidé, c'est le succès extraordinaire de Harry Potter, évidemment. Qui a permis de montrer que la littérature de jeunesse c'est lu par tout le monde, y compris par des adultes, même s'ils ne l'assument pas. Oui, c'est ça, parce que on parlait tout à l'heure avec la Gazette des différentes éditions. Moi, je trouve ça drôle qu'à chaque fois, il y ait des éditions adultes et des éditions pas adultes d'Harry Potter, alors que c'est juste la couverture que l'on change. Et ça, il n'y a pas en France des éditions adultes d'Harry Potter. C'est dans les pays anglophones qu'ils ont fait ça. C'est drôle, du coup. Mais oui, oui. Alors que c'est écrit Harry Potter dessus, tu sais que tu lis Harry Potter, quoi. Mais voilà. Alors que maintenant, ça rentre beaucoup plus facilement. Des adultes qui lisent Harry Potter, c'est beaucoup plus normal maintenant. J'en ai plein dans mon rayon. Mais ça a 20 ans. Mais maintenant, c'est à 20 ans. Ça s'est institutionnalisé. Maintenant, on le lit à l'école. Et du coup, il y a moins d'enfants qui ont envie de le lire quand on leur propose à l'école. C'est vrai ? Ah oui. Harry Potter, tu le proposes à l'école, les enfants ne veulent pas le lire. Il faut que ce soit d'eux-mêmes que ça vienne.
Donc voilà. Donc tout ça c'est très hypocrite parce que d'un côté on voit que la littérature de jeunesse elle est importante. Enfin, je pense qu'on a tous, si vous êtes des lecteurs, vous avez tous l'idée de ce livre qui vous a marqué quand vous étiez petit. Enfin, Ou même sans être lecteur. Moi, même sans être lecteur. j'ai le souvenir, enfin, ma mère a été un petit peu traumatisée, mais quand j'étais enfant, apparemment, j'avais un album qu'elle devait me lire tous les soirs et elle connaissait chaque phrase par cœur. Mais ce livre-là, enfin voilà, pendant 1 an, 2 ans, je sais pas, elle me l'a lu tous les soirs. Et ça marque, c'est vrai. Bah oui. On a tous des lectures d'enfance. Et même quand il n'y avait pas encore de littérature vraiment spécifique à la jeunesse, vous demandez à tous les auteurs qui sont nés dans les années 40, qu'est-ce qu'ils ont lu dans leur jeunesse, ils se rappellent de ce livre qui les a captivés. C'était L'Appel de la forêt de Jack London, c'était L'île au trésor de Stevenson, c'était tout le monde a ce livre qui vous a marqué. Parce que ce qu'on lit quand on est jeune, ça vous forme. La lecture qu'on lit quand on est adulte, c'est pour nous distraire, pour nous instruire. Mais ce qu'on lit quand on est enfant, c'est pour nous construire. Et c'est beaucoup, beaucoup plus essentiel. Ça peut aussi faire vivre des émotions qu'on n'a jamais expérimentées dans la vraie vie, au final. Ça, c'est le principe de la lecture, c'est l'empathie. L'empathie, ça se développe grâce à la lecture notamment. Et je pense que tous les grands lecteurs sont des gens très altruistes. Sauf si vous lisez que des choses de gens très égoïstes et malfaisants, mais bon, j'espère pas. Mais oui, je pense que la littérature, ça développe l'altruisme. Et c'est pour ça que c'est super important. Et il y a cette grosse hypocrisie de on va snober cette littérature qui commence à être spécifiquement dédiée à cette tranche d'âge, où justement c'est l'âge où on devient des lecteurs, donc ça devrait intéresser tout le monde, même les auteurs de littérature blanche, littérature adulte, devraient s'intéresser à cette littérature-là parce que ça forme les lecteurs de demain. Et pourtant, il y a toujours cette grosse hypocrisie. Alors non, c'est vrai qu'il existe plein de prix, de journaux, de revues spécialisées, de sites internet, d'émissions, sur YouTube ou à la télé, mais en fait, vous le connaissez quand vous êtes dans ce cercle-là. Moi, je suis libraire jeunesse, donc je connais tout ça. Les bibliothécaires, elles connaissent tout ça. Les instituts, les profs. Pas dedans, Mais quand vous n'êtes pas dedans, vous n'en entendez jamais parler. Là, je ne sais pas qui d'entre vous a entendu parler du prix Vendredi. C'est le prix Goncourt de la littérature de jeunesse. Quand même. Qui a le prix été... Goncourt, c'est l'un des prix les plus Ça a été prestigieux. décerné pour la première fois cette année. D'accord. À Anne-Laure Bondou pour son roman L'aube sera grandiose, chez Gallimard. C'était décerné là pendant toute la période des prix entre septembre et novembre. Personne n'en a entendu parler. Il y a eu un article dans Le Monde, alors que c'est sponsorisé par le magazine du Monde, et c'est tout. Et alors que c'était en littérature de jeunesse, nous on a tous vu ça venir comme ah bah enfin on va en parler, etc. Et tout. La Grande Librairie sur France 5, ils ont développé des fonds pour faire parler plus des littératures de l'imaginaire. Ils adressent une émission par an à la littérature de jeunesse. Une par an. Une seule par an pour Noël. Et toujours avec un peu de condescendance. Donc c'est toujours parce que dis donc c'est pratique pour aller faire les cadeaux pour le petit neveu. C'est ça. Quoi. Alors après c'est bien parce que ça fait venir les gens en magasin, ils savent quoi acheter et puis ils découvrent des nouvelles choses. Il faudrait peut-être voir aussi un côté autre que l'utilité de faire un cadeau pendant les fêtes. Quoi. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Alors il y a le côté, quand on dit que la littérature de jeunesse c'est pas la littérature, les deux arguments qui reviennent principalement c'est mais il y a des images. Je ne sais même pas quoi dire, parce qu'il y a des images au cinéma, il y a des images dans la peinture, il y a des images dans la BD. Même la BD qui pourtant a souvent été mise de côté, maintenant elle est institutionnalisée. Enfin, pas toutes les BD. Manga comics, c'est toujours compliqué, surtout manga. Franco-belge, je passe mieux, c'est vrai. Mais la BD franco-belge, les romans graphiques... Mais je pense aussi que ça se fait par période, parce que j'avais lu des choses très intéressantes normalement sur Tintin. Parce que, pareil, Tintin, ça commence à être old school, mais Tintin, c'était pareil, c'était publié dans des journaux, et c'était que pour les enfants. Et maintenant, au final, Tintin, c'est... moi, dans mon magasin, c'est pas rangé en jeunesse, ce Tintin. C'est rangé en littérature, en bande dessinée franco-belge. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que ça a pris ses lettres de noblesse quand les gens qui l'ont lu étant enfants sont devenus adultes. Et maintenant, Tintin, en fait, on en parlait... Enfin, il y a Maxime qui en parlait hier. Tout ce qui concerne Tintin et au niveau des produits dérivés, ça coûte une fortune. Et concrètement, ce sont que des gens qui maintenant ont un salaire et ont déjà une carrière derrière eux qui peuvent se le payer. Et je pense que c'est clairement cet effet-là. Et je pense qu'on parlait d'Harry Potter, forcément. Il y a un petit peu le même effet. C'est complètement la même chose avec Harry Potter. Maintenant, c'est institutionnalisé. Maintenant, on fait des cérémonies, des choses officielles parce que l'histoire a 20 ans, en fait. Et que les gens qui l'ont lu quand ils en avaient 10 sont des adultes actifs qui ont des salaires, etc. Les profs de faculté qui passent leur agrégation maintenant et qui deviennent professeurs de lettres modernes, etc., ils ont lu Harry Potter, évidemment, parce qu'ils avaient l'âge quand ils ont lu Harry Potter. Donc forcément, pour eux, ils vont plus facilement défendre cette littérature-là. Mais mine de rien, c'est des gens qui vont dire « Ah, après Harry Potter, il n'y a rien eu. Il y a eu Twilight. » Mais non, il y a
tellement de choses. Tellement de choses. Il faudra venir tout à l'heure à 16h, je vous montrerai plein de choses trop bien. Mais je me dis, il faudrait, excuse-moi, je t'interromps. Alors déjà, il faut remarquer, parce que je ne le lis pas à chaque fois, je suis navrée, parce qu'on a plein de choses à dire, mais il y a Alodia qui commente régulièrement, et qui faisait par exemple une remarque tout à l'heure, donc je te la glisse, parce que ça serait quand même plus logique que tu l'aies pendant qu'on en parle, qui dit effectivement, rien que le fait de parler de littérature de jeunesse laisse entendre que cela ne s'adresse pas aux adultes. Les adultes n'ont-ils pas le droit à l'imaginaire? Au contraire, quand on a les deux pieds dans la vie d'adulte, on est parfois bien heureux de pouvoir avoir la tête dans un autre monde. Et j'en ai une autre où elle nous déclare que, toujours à l'Audia, que dans Bibliothèque Rose, elle a lu Les Jumelles de Sun Valley. C'est la saga qui a marqué mon enfance, j'assume. Tu connais Les Jumelles de Sun Valley? Non, je ne connais pas, mais je me demande si c'est toujours édité parce que j'ai jamais vu passer dans mes livres de la Bibliothèque Rose, donc je vais me renseigner parce que ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, Les Jumelles de Sun Valley, on note en tout cas. Merci à l'Audia de partager tes impressions avec nous. C'est intéressant ce que tu dis sur le terme littérature de jeunesse, parce que justement ce terme il divise tellement les universitaires. Et j'aimerais assez que tu définisses après ce que tu entends par là, parce que c'est un genre tellement large. Là, tu parlais des images et tout, mais il y a plein de choses en littérature de jeunesse. En fait, la littérature de jeunesse, c'est le seul genre littéraire qui se définit par son public. Vous dites pas la littérature de vieillesse. Vous dites pas pour les vieux. La littérature de quarantenaire. Ça n'existe pas. Enfin, alors oui, il y a des bouquins, je cherche un bouquin pour une quarantaine. Pour la ménagère de plus de 50 ans. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas une catégorie éditoriale que vous allez trouver dans votre magasin. Ça n'existe pas. Ça serait drôle, t'imagines? Et puis la jeunesse... Avec des petits logos, tu vois le petit bonhomme tout droit, avec sa petite canne qui se courbe. Alors pour les vieux, c'est par là. C'est en grand caractère, rassurez-vous. Il y a un audiolivre si vous êtes sourd. Bref. Les autres littératures se définissent par ce qu'elles racontent. Littérature, le policier, c'est la littérature de suspense où on résout une enquête. Ou alors où il y a un mystère. Parce que dans les thrillers, on ne résout pas forcément une enquête, mais il y a toujours un mystère et quelque chose à découvrir. La littérature de fantasy, ça se définit par le décorum dans lequel ça se passe. C'est la fantasy. Donc ça sous-entend tout un décorum qui a beaucoup été imposé, initié par Tolkien. On voit des elfes, on voit des sorciers, on voit des prophéties, etc. Mais vous dites de jeunesse, tout ce que vous voyez, c'est un enfant en train de lire. Voilà. Et les enfants, ça va de 0 à légalement 18 ans. C'est vrai. Donc, on met dans le même panier les livres sonores qui font poète-poète et les romans sur comment raconter qu'on a été victime d'un viol. Voilà, c'est quand même, c'est très très vaste. Le rayon littérature de jeunesse, dedans il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a des livres d'activité, il y a du coloriage, il y a des choses pour parler de sujets difficiles, il y a des livres de bain. Enfin, c'est très très varié. Donc déjà, c'est compliqué parce que le rayon littérature jeunesse d'un magasin, généralement, c'est une petite librairie à part entière. C'est la librairie pour les enfants. Oui, il y a de tout. Ouais. C'est vraiment de tout. C'est surtout une catégorie éditoriale en fait, parce qu'on estime éditorialement que l'enfant ne va pas lui-même acheter son livre. C'est l'adulte, généralement. C'est soit le parent, soit la nounou, soit le prof, ou le libraire, ou la bibliothécaire, qui vont mettre le livre entre les mains des enfants. Donc en fait, c'est pour expliquer aux adultes, si vous cherchez quelque chose pour un enfant, c'est par là qu'il faut aller. En gros, c'est ça. C'est ça, la littérature de jeunesse. C'est pour les prescripteurs, donc les adultes qui vont acheter pour l'enfant. C'est un peu moins vrai pour les ados qui ont souvent de l'argent de poche et qui choisissent leurs bouquins eux-mêmes. Mais pour les cadeaux de Noël, moi, j'ai eu 95% de clients, c'était des adultes qui cherchent des choses pour des enfants. Donc c'est surtout éditorialement pour que les gens qui dépensent les sous sachent où chercher les bouquins. Et c'est aussi qu'on considère qu'on ne peut pas lire la même chose quand on a 8 ans que quand on en a 40. L'inverse est vrai. On peut lire quand on a 40 ans, on peut lire quelque chose pour un enfant de 8 ans. Quand on a 8 ans, on va avoir du mal à lire quelque chose qui est destiné à un public plus âgé. Ça dépend des sujets, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais pré-ado, j'avais 12 ans, j'ai lu La Nuit des Temps de Barjavel. C'était pas fait du tout pour les enfants et pourtant j'ai adoré. Donc ça veut rien dire. Mais c'est un gros problème parce qu'on ne sait pas comment définir cette littérature. C'est facile de dire c'est littérature pour les enfants, mais non, parce qu'en fait, tu as autant le bébé qui voit à peine les couleurs que l'adolescent qui fait sa crise, donc ça ne veut rien dire. Alors c'est pour ça que c'est souvent éditorialement, encore une fois, découpé en tranches d'âge. On a les tout premiers livres, on a les premiers livres. Les tout premiers livres, c'est tout ce qui est livre de bain, livre cartonné, livre sonore. Surtout des choses avec le tactile, etc. C'est des choses pour le tactile, pour la motricité, apprendre à tourner les pages sans les arracher. C'est pour l'éveil aussi, l'éveil sensitif, etc. Toucher les poils d'animaux. Voilà, toucher des poils d'animaux, tout à fait.
Après, il y a Ne juge pas, ok. les premières fictions, les premiers livres, c'est tout ce qui est les petites histoires, toujours en carton généralement pour les 2-4 ans, mais il y a aussi les livres CD, tout c'est pour les tout petits, pour commencer à leur raconter des histoires, parce qu'on n'est patient pour écouter une histoire qu'à partir de 3 ans, et encore, si on n'est pas un enfant un peu trop actif. Après, vous avez toute la catégorie pour les enfants qui commencent à être grands, qui ont vers 4 ans, qui commencent à bien parler, à bien marcher, etc. Et tout, mais qui ne peuvent pas encore lire tout seuls. Dans ce cas-là, c'est des bouquins de transition. C'est l'adulte qui va le lire pour l'enfant. C'est là qu'on commence à offrir des livres de contes, des recueils d'histoires, des livres CD, encore une fois. Tout ce qui est qu'on va pouvoir plonger dans une fiction, mais par l'intermédiaire de soit un adulte, soit un médium qui va aider à lire. Ensuite, il y a les premières lectures. Là, c'est le moment magique où je commence à apprendre à lire. Donc, c'est entre la grande section et le CE1. Et là, c'est toute une catégorie à part entière. C'est souvent des petits romans très très souples, très courts, où on suit beaucoup le programme scolaire pour voir quel phonème on sait lire. Le son on, il est compliqué à reconnaître, donc on va le faire vers... voilà, bon, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on a la catégorie des 8-13 ans, pré-ado en gros, fin de primaire, fin de collège. Et ensuite, on a fin de collège-lycée. Et ça s'appelle le Young Adult depuis quelques années, grâce à Twilight et John Green. Et voilà, donc c'est quand même... Et là, je vous parle que des fictions, je vous parle pas des documentaires. C'est ce que j'allais dire. Dans chaque tranche, après, il y a plein de genres différents. Il y a du roman, il y a parce que là, on parle de littérature, et du coup, littérature, souvent, ça sous-entend fiction. Donc c'est... Bon, là, pour les fictions, c'est... Quand tu dis littérature, moi, j'imagine toujours un gros roman un peu poussiéreux, tu vois. C'est ça. Donc, alors qu'il y a plein de genres. Et on essaie qu'il n'y ait pas trop de poussière sur les livres. C'est pas bon pour les livres. Ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est quand même super compliqué de définir la littérature de jeunesse. Quand j'ai fait mes études de littérature de jeunesse, on s'est arrêté sur littérature de jeunesse. Pas littérature jeunesse, pas juste jeunesse, ça ne veut rien dire. De jeunesse, parce que littérature jeunesse, il n'y a pas de lien entre littérature jeunesse, on ne sait pas c'est quoi le rapport. Littérature pour la jeunesse, ça sous-entend qu'il n'y a que les enfants qui peuvent le lire, alors que non, dès que vous savez lire, vous pouvez lire n'importe quoi, faites-vous plaisir. Donc littérature de jeunesse, on a trouvé que c'était pas mal. Mais bon, encore une fois, ça peut tout et rien dire. C'est surtout éditorial. C'est pour dire, c'est le rayon pour les plus jeunes. C'est par là. Voilà, c'est tout, en fait. Et la seule chose aussi qui distingue la littérature jeunesse du reste, c'est le côté... on a une loi en France qui protège les publications destinées à la jeunesse, que ce soit les publications vidéo, tout ce qui est film, musique, mais aussi livres et journaux. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à la loi de 1949. En gros, il ne faut pas publier quoi que ce soit. Je crois que le terme exact, c'est qui est sensible de démoraliser la jeunesse. C'est-à-dire, vous n'allez pas raconter l'histoire d'un ado qui se suicide en disant qu'il a eu raison de faire ça. D'accord. Alors qu'il y a des romans en littérature pour les grands où des fois la personne dit c'est mon seul choix, j'ai le droit de le faire et puis j'y vais, puis on le juge ou pas, mais c'est comme ça que c'est présenté. Systématiquement, s'il y a une scène terrible comme ça, on va montrer que il faut l'expliquer, c'est une victime, il fallait l'aider, etc. Faut essayer de montrer ça sous un jour positif. Même si c'est un personnage affreux, ou que tout le monde déteste. Oui. Il faut jamais que le crime ou la mort soit gratuite ou une solution. C'est pas voilà. Même dans des livres où des fois les personnages décident de mourir pour un plus grand bien, généralement ils sont récompensés en ne mourant pas, en fait, généralement. Donc voilà, et ça c'est un argument. Et ça existe. Enfin, si par exemple un auteur ne va pas dans le sens de cette loi-là, le livre peut être interdit. Il peut être interdit. Généralement l'éditeur intervient avant. Va le voir venir et va dire si tu veux que ce soit accepté, ça, hop, tu vires. Bon après c'est une loi qui est quand même très très souple parce que maintenant la young adult notamment, c'est une littérature qui n'a de différent de la littérature adulte que les personnages ont moins de 25 ans. C'est la seule différence. Et du coup, là-dessus, c'est quand même vachement plus souple. Mais oui, c'est une loi qui peut... pendant qu'on en parle, j'ai le souvenir d'un scandale qu'il y a eu il y a quelques années sur un bouquin, mais je ne sais plus lequel. C'est vachement utile de dire ça. Qui avait été censuré parce qu'il ne respectait pas la loi. Justement, avec une histoire comme ça de suicide ou de personnages d'histoire où on présentait le crime de façon positive ou quelque chose comme ça. Oui, parce que tu pourrais très bien imaginer, je pense au pitch de la série Dexter, avec un assassin qui assassine des meurtriers, tu vois, tu pourrais te dire... non. Et ça, par exemple, en littérature jeunesse, ça n'existerait pas. Ça peut, mais il faut expliquer que le pauvre, s'il fait ça, c'est parce qu'en fait, il a des problèmes et le jour où on pourra l'aider, il arrêtera. Voilà. D'accord. Mais juste se dire qu'il veut faire la justice lui-même, etc., c'est pas moral. C'est plus compliqué. D'accord. Voilà. Après, encore une fois, cette loi est de plus en plus souple parce que il faut bien... dans la vraie vie, les gens sont pas tout beaux, tout gentils, ils ont pas forcément. Et puis il vaut mieux qu'ils apprennent dans les livres ce genre d'histoire que dans la vraie vie. Bah oui, mais bon après, je vous dis, elle est vachement plus souple et c'est beaucoup moins un problème qu'avant ce genre de
Cette loi pose beaucoup moins de problèmes que dans les années 60, par exemple, où c'était beaucoup plus contraignant. Je profite d'un... J'arrive plus à parler non plus, moi. D'un bug, d'un silence. D'un silence totalement approprié pour glisser la question de Kurt Wagner qui dit « Est-ce qu'on peut dire que le problème est le même que pour la bande dessinée, c'est-à-dire être défini par le médium et pas par le contenu, fantastique, tranche de vie, SF, amour, reportage ?» Exactement, c'est la même chose. Sauf que la BD n'est pas destinée à un public. Quoique maintenant, il y a de la BD qui s'axe plus pour la jeunesse. Oui, il y a un rayon jeunesse dans le rayon bande dessinée, généralement. Parce que, encore une fois, il faut séparer les publications pour enfants des autres. Mais c'est fluctuant. Tintin n'est plus dans les publications pour enfants. Enfin, moi, je ne connais pas d'enfants qui me demandent Tintin. C'est des adultes, généralement. Ou des adultes qui veulent offrir à un enfant et qui ne savent pas quoi offrir comme BD, ils connaissent que Tintin. Voilà. Oui, non, mais c'est le même problème. Effectivement, la BD, elle se définit par son format. C'est le format qui définit le genre. Et du coup, oui, c'est ça. Et ça se définit. Ensuite, ça se sous-catégorise par genre. Il y a la BD fantasy, la BD d'horreur, il y a le comics. Et là, en plus, c'est bizarre parce que c'est défini par son origine. Alors, le comics, c'est de la BD, mais américaine. Oui, le manga, c'est de la BD, mais japonaise. Il peut y avoir des comics de partout en Amérique. Il y a des auteurs de comics qui peuvent très bien être brésiliens ou d'Amérique du Sud. Ah, oui. Classés il y a des auteurs de comics français. Hein, oui, c'est ça. Mais du coup, même si c'est classé en comics. En fait, c'est devenu un peu une patte graphique aussi maintenant. Oui. Dans le comics, finalement, il y a l'ancrage qui est particulier. Pas vraiment, parce que des fois, il y a un bon mix entre comics, manga, BD franco-belge. Enfin, les auteurs, maintenant, les dessinateurs, ils s'inspirent de plein de choses différentes. Du coup, ça se ressent dans leur style. Moi, je pense qu'en fait, c'est comme entre la nouvelle, le conte et le roman. C'est l'auteur qui décide si c'est un comics, un manga ou une BD ou un roman graphique. Comme il a envie qu'il soit. C'est l'auteur qui le définit comme ça. Ou l'éditeur. Si l'auteur, ils s'en foutent. C'est ce qui arrive aussi. On va le mettre là où ça se vendra le mieux. C'est ça. Il y avait une autre question, mais ça ne s'actualise pas. Très bien, excuse-moi. C'est pas grave. C'était pas une question, c'était une remarque plus sur quelqu'un qui confiait ses premières lectures. C'est pas grave. Dès que la tablette voudra bien être d'accord, je te le donnerai. Ah oui, un autre argument qu'on me sort beaucoup, comme quoi la littérature de jeunesse, c'est pas de la littérature, c'est que c'est très marketing, c'est très normé, c'est très rosa paillettes pour les filles et bleu pour les garçons. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. Même les libraires ne le font plus, ça. Le côté garçon-fille, ça n'existe plus. Heureusement. Et quand il y a des collections garçons-filles, moi je pense notamment à la collection Petit garçon, petite fille chez Fleurus, qui est une atrocité de sexisme, eh bien, on ne la garde pas. Voilà. Et le côté très marketing, etc. Oui, mais c'est vrai dans toutes les littératures. Enfin, Et puis c'est peut-être vrai aussi pour les séries ou ce genre de choses, mais quand moi je pense à certains des romans ou des albums, des fois certains sortent totalement des lignes. Ah oui, complètement. Il y a autant d'expérimentation que dans d'autres domaines de l'art, en fait. Oui, tout à fait. C'est en plus, parfois plus, parce que vu qu'on s'adresse à des enfants, on sait que le lecteur va pas forcément juger de la même façon qu'un adulte. Du coup, on se permet de faire des petits clins d'œil, genre, toi, je sais que tu vas vraiment lire mon histoire et pas juste dire, oh là là, le dessin, il est moche. Enfin, c'est pas ça qui compte pour les enfants. Et les albums, notamment les albums pour la jeunesse, c'est un terrain d'expérimentation de fou. En France, je pense qu'on est parmi les plus grands créateurs d'albums au monde, parce qu'on a ce rapport à l'image et ce rapport au livre très, très spécifique. Je suis allée en Espagne en vacances au mois d'octobre. Les librairies jeunesse, la moitié des albums, c'était des albums français, donc j'étais très fière. Et, parce que les auteurs ne se disent pas, je fais un livre pour les petits de moins de 3 ans. Ils jouent avec les textures, les images, les formes, le rapport entre le texte et l'image de façon complètement innovante à chaque fois, et c'est toujours merveilleux. Donc oui, il y a des choses de marketing. Moi, je pense notamment à tout ce qui est bibliothèque rose, bibliothèque verte. Maintenant, grand drame, ils ont fait tout ce qui est vert, c'est pour garçons, tout ce qui est rose, c'est pour filles. Ce qui est horrible pour le club des 5 qui reste en bibliothèque rose, mais c'est n'importe quoi. Quand ils font des choses comme ça, souvent les libraires, ils sont pas contents du tout, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a à côté des expérimentations. Il y a des maisons d'édition géniales qui font des petites choses complètement innovantes et qui fonctionnent, quoi. Notamment, moi je pense à la maison d'édition Sarbacane en roman et en album, qui tentent des choses, des questions sur le genre, sur l'identité, sur des questions très, très, comment dire, d'actualité, qui permettent de faire avancer le schmilblick et de bien le faire, quoi. Et c'est une littérature dans laquelle il y a beaucoup de choses qui bougent, mais il faut s'y intéresser. Et c'est pas parce que c'est écrit à partir de 8 ans qu'il faut avoir 8 ans pour le lire. C'est pas parce que... Moi, j'ai horreur des âges sur les livres. Je trouve que c'est
c'est clivant au possible. Moi, j'ai des romans qui sont dans mon rayon à partir de 8 ans. J'ai des gamins qui sont en 5e, qui adorent ces romans. Et ben, ils y vont en loose dé chercher les tomes parce qu'ils ont honte. Pas qu'on me voit. Ils ont honte alors qu'ils lisent. Ils lisent une série de 13 tomes. Pourquoi ils ont honte? Bah oui, c'est ça. On lit ce qu'on veut, quoi. Tout comme les adultes qui ont honte de lire de la BD en public ou je sais pas, un prof de français qui ose pas dire qu'il lit du polar. C'est n'importe quoi. On lit ce qu'on veut. L'important, c'est de lire, quoi. C'est beau ce que je dis, c'est très bisounours, mais c'est vrai. Et d'autant que souvent, les clichés comme ça, ils viennent de la méconnaissance du sujet. Souvent, on a un cliché sur quelque chose parce qu'on n'y connaît rien. On aura moins de clichés sur la littérature de jeunesse à partir du moment où tout le monde en lira. Et pas forcément pour savoir est-ce que c'est bien pour ma nièce de 8 ans. Oui. Juste pour dire qu'est-ce avoir envie de découvrir. Qu'est-ce que lisent les enfants d'aujourd'hui et du coup, qu'est-ce que liront les adultes de demain. Puis aussi, ça peut... Pour mon expérience personnelle, moi, j'aime bien les animaux, je les étudie dans mon métier, et les livres documentaires qui ont donc pour but de faire découvrir les sciences naturelles, les animaux, les plantes aux enfants, il y en a qui sont excessivement bien faits et qui justement en plus peuvent permettre d'amener des enfants, des jeunes lecteurs vers des choses plus sérieuses par la suite et d'accompagner un cheminement qui peut être professionnel ensuite, etc. Donc c'est vraiment... Et puis il y a des albums documentaires, comme tu dis, que parce qu'ils sortent en jeunesse, on considère qu'ils sont simples et qu'ils sont trop faciles, alors que c'est des choses... Enfin, mon ami qui est docteur en sciences, n'est-ce pas, en éthologie, a découvert des choses dans certains albums pour la jeunesse qu'elle ne savait pas. Donc Notamment un livre donc, chez Gallimard qui s'appelle Les merveilles de la nature, qui parle de tardigrades et de micro-organismes, etc. et qui est très poussé. Après, c'est un livre qui n'est pas pour les plus jeunes lecteurs. Non, mais à partir du collège, oui. etc. Mais le collège, est très bien fait. Le livre aurait été mis au rayon sciences d'un magasin, il aurait marché auprès des adultes. Je pense, tout à fait. Mais voilà. Donc voilà. C'est très drôle ce que tu dis, excuse-moi, je te recoupe, mais tu dis que la France est vraiment originale et produit plein d'albums, mais du coup, c'est quand même... un cercle fermé. C'est ça. C'est extraordinaire quand même, se dire on expérimente plein de choses, mais il n'y a que les gens du milieu qui savent que ça existe et que c'est bien et que ça vaut le coup. Parce qu'en fait, on est un pays très académique. Et on a un pays qui d'à côté, c'est très bien, parce que du coup, comme je le disais au début, on défend du coup... une espèce d'identité culturelle, on défend... le livre est sacré en France, c'est l'arrivée du livre numérique, mais ça a été un tollé au début. Quoi, mais il y aura plus de papier, mais c'est quoi cette histoire? Non, les livres c'est du papier, non, le livre c'est un texte, c'est bon, mais voilà. Le côté très académique, c'est très bien pour certaines choses, mais pour ça c'est très chiant, parce que du coup, en quoi les académiciens, le côté académique ne peut pas s'appliquer à des choses pour les enfants? C'est comme si, c'est des enfants, du coup c'est pas important. Il n'y a rien de plus important que de soigner les enfants. C'est aberrant parce que l'adulte qui a toujours été un enfant. On a tous été des enfants. Et je vois pas comment on peut mépriser. On est tous des adultes qui font semblant d'être des adultes. Je veux dire. Et moi je trouve ça dingue en fait que les adultes aient tellement oublié leur part d'enfance qu'ils se disent qu'à la limite ils peuvent leur vendre n'importe quoi. Je trouve que c'est une sorte de mépris même pour ça. Prends-lui un truc, il sera content. Non, il faut réfléchir. C'est Daniel Pénac qui disait, j'ai vu ça passer il y a quelques temps, je trouve ça très joli, c'est si vous croyez à un enfant qui vous dit qu'il n'aime pas lire, il est foutu. Je l'ai vu passer aussi, je trouve ça intelligent. Je trouve ça génial parce que c'est ça. Un enfant qui dit qu'il n'aime pas lire, ça veut dire que moi je dis toujours à mes petits clients, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas lire. Est-ce que tu peux dire j'aime pas le cinéma? Est-ce que j'aime pas les films? Bah non. T'aimes pas les films d'amour, t'aimes pas les comédies, t'aimes pas la science-fiction, mais il y a bien un type de film que t'aimes bien. Bah, c'est pareil pour les livres, quoi. Et partir du principe que parce que c'est pour des enfants, bon, on s'en fout, c'est juste un magma de trucs médiocres et ça devient intéressant après. Non, au contraire, ce sont les textes. Et on a la chance de vivre à une époque où de plus en plus d'auteurs écrivent directement pour les enfants, en se disant c'est important, il faut que les enfants lisent des choses sur ce sujet dont je suis en train de parler. Je veux que mon lectorat ce soit des enfants, peu importe leur âge et tout, parce que c'est à eux de la grande librairie dont tu me parlais qui hochait comme ça, je me souviens plus non plus de son nom. Claude Ponty qui fait des albums qui sont très connus avec souvent les personnages du Poussin, là, etc. Vous avez sans doute vu passer les albums de Claude Ponty. Ce monsieur, c'est un... je sais pas, c'est un... Toi, c'est une référence. Un grand Manitou des albums pour la jeunesse. Il disait dans la grande librairie, mais moi je m'en fous que des adultes lisent mes livres. Moi, c'est pas pour eux que j'écris pour les enfants. Et si les enfants ils rigolent, j'ai gagné. C'est tout ce que je veux, quoi. Et alors que non, ces bouquins, il y a tellement de sous-textes que des enfants de 3 ans ne peuvent pas forcément saisir, qu'on saisit en étant plus grand. Mais c'est génial de se dire... Il y a aussi cette idée que les auteurs pour la jeunesse, ils écrivent pour les enfants par dépit, parce qu'il faut bien écrire. Alors que non, il y a plein d'auteurs. Clémentine Beauvais, qui est une fille
dont je suis terriblement jalouse. Elle disait dans la même émission, elle a écrit un roman en vers qui est une réécriture d'un roman russe qui est adapté en opéra. Donc voilà. Là, comme ça, déjà, on se dit, c'est très académique, dit comme ça. Oui, et en fait, elle disait, mais moi, je ne l'ai pas écrit pour qu'on dise, il y a des choses bien en littérature de jeunesse. Non, je l'ai écrit parce que j'avais un comité de lecteurs qui avait entre 14 et 16 ans. Et je leur ai demandé ce qui marchait pas. Et ils m'ont aidé à construire mon livre. Et le fait que ce soit en vers, ça n'a pas du tout été un problème parce que les ados, en fait, ils peuvent lire un texte, même si c'est en vers, on s'en fout. Enfin, c'est pour eux que j'écris. Je suis contente s'il y a d'autres gens qui lisent mon livre, mais c'est pas eux que je pensais pendant que j'écrivais. J'écrivais pour mon public. J.K. Rowling qui dit qu'elle ne pensait pas à son lectorat, bah si, forcément elle pensait à son lectorat quand elle a écrit ses bouquins. C'est joli de dire j'ai pas pensé que j'écrivais pour les enfants. Je vois ce qu'elle veut dire. Elle voulait dire j'ai pas fait d'efforts particuliers parce que c'était pour des enfants. Avec le personnage que j'avais envie de... Mais elle s'est quand même dit je vais pas, si elle voulait que son bouquin soit pour les adultes, elle aurait pas fait un gamin de 11 ans qui va dans une école, etc. quoi. Son but c'était d'abord de toucher les enfants. Et puis en plus, il y a le format de quête initiatique où voilà, l'enfant grandit, est confronté à des choses de la vie. 95% des fictions en roman, c'est des quêtes initiatiques pour apprendre à grandir. C'est des bouquins qui vous aident à grandir. En quoi ça doit être considéré comme quelque chose de médiocre qui ne mérite pas d'attention? Quoi de plus important que de bien grandir? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une hypocrisie totale. Voilà. Puis c'est surtout une aberration. Enfin... Ouais, oui, voilà. Il y a une philosophe qui disait qu'Harry Potter, c'est une série qui apprend à mourir. Je trouve que c'est très vrai. Surtout si on lit certains chapitres. Bah oui, ça commence par la mort des parents de Harry. À la fin, il apprend qu'il faut qu'il meure. Le personnage refuse de mourir, le personnage du méchant. Le méchant refuse de mourir. C'est une quête d'immortalité. Dumbledore lui explique que la mort n'est rien par rapport à d'autres souffrances de la vie. Les fantômes, ils regrettent d'être restés en fantôme parce qu'en fait, ils n'ont qu'une demi-vie. Du coup, vous vous rendez compte? On dit Harry Potter, le truc marketing à 2 balles. Non, c'est une série qui apprend à mourir et il y a des enfants de 11 ans. Mais en fait, je crois quand tu dis marketing, ce que les gens comprennent, c'est que voilà, il y a eu un tel buzz avec Harry Potter, ça a eu un tel succès que pour eux, c'est forcément un truc qui a été relayé par les médias. Donc ça a marché. Donc c'est un truc médiatique et qui n'a pas forcément été créé pour sa valeur artistique, mais voilà, parce que ça avait du succès. Et il ne faut pas le voir comme ça. Il y a certaines choses qui fonctionnent et qui ne devraient pas être sorties. Ouais. Hashtag 50 Shades. Voilà. Et encore. Il ne faut pas être trop condescendant avec ces choses-là non plus, quoi. Ça fait lire des gens qui ne lisaient pas et ça peut les faire venir vers d'autres... Mais moi, il y a certaines valeurs morales que je n'approuve pas. Pareil Pareil avec Twilight. Et qui donnent une vision de la femme qui ne me plaisent pas. Mais ça fait venir des gens à la lecture. Tout à fait. Mais... Voilà, du coup, j'ai été freinée dans mon élan, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais sur le côté marketing, je pense que les gens sont biaisés par ça parce qu'un livre a du succès. Voilà. Alors après, il y a des livres, c'est ce que je voulais dire. Il y a des livres qui ont du succès, qui ont été marketés pour être vendus. Et je pense que c'était le cas un petit peu des Twilight et du. Voilà. Et après, il y en a qui n'ont pas forcément été marketés pour être vendus. C'est vrai qu'Harry Potter, elle a tellement galéré pour le faire publier au départ que c'était pas un truc qui rentrait forcément dans les charts. Et tu te prends l'exemple de Twilight et de Harry Potter, et les deux ont un point commun. C'est qu'en fait, ça a été des succès populaires avant d'être marketé, en fait. Oui, bien sûr. Twilight, c'est une fanfiction qui a eu des millions de lecteurs sur Internet. Harry Potter, ça a fonctionné par le bouche à oreille dans la cour de récré. C'est devenu marketing après. Les éditeurs se disent « Ah, mais en fait, ça marche, donc on va faire un truc de com' autour. » C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Même Twilight, qui est parfois considéré comme une bonne blague en littérature, c'est la série qui, selon moi, a fondé le young adult comme on le voit maintenant, et qui a permis une mode qui maintenant dure depuis 10 ans. Qui a permis à des auteurs comme John Green, qui a écrit Nos étoiles contraires notamment, de cartonner parce qu'il avait fait la place avant lui. Twilight, c'est un roman, même s'il y a des valeurs morales pas géniales, etc. et tout. On dit ça, mais on l'a toutes les deux lu, hein, tout à fait. n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on peut en parler. Donc on peut en parler, n'est-ce voilà, pas? Tout à fait. N'est-ce pas? Ah, voilà. Certes, mais ça a quand même parlé. Ça parlait de relations sexuelles, ça parlait de la mort, ça parlait de l'engagement. Il y avait des choses très intéressantes. et qui sont des sujets qu'on traitait pas facilement avant en littérature. Il y a des choses très intéressantes. C'est pas forcément le sujet de parler de Twilight, mais il y a des choses très intéressantes au niveau de certaines constructions des personnages. Mais il y a aussi... Oui, après, à la fin, ça devient n'importe quoi, on est d'accord. Mais voilà, je trouve que l'intrigue se résume beaucoup trop à des aventures amoureuses qui n'ont pas forcément d'issue. Mais tu vois, il y avait un article très intéressant d'Alice Brière-Haquet, qui est une auteure pour la jeunesse et qui est aussi une chercheuse, qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi
on était aussi snobinard avec Twilight, alors que déjà, quand on étudie la littérature jeunesse, on subit ce snobisme Oui, tout le temps. c'est vrai. Et Ça, alors, c'est vrai. il y a plein d'universitaires qui refusent d'étudier Twilight, alors que ça a été un phénomène. Il faut étudier le phénomène. C'est pas parce que tu trouves que c'est nul que ça a été nul pour tout le monde. Non, Ça a été formateur pour des tas de personnes. Moi, je connais plein d'ados maintenant qui ont lu Twilight et maintenant lisent d'autres choses. On a plein de lectures un petit peu étranges comme ça qu'on sait que critiquement parlant, il y a des choses abominables à dire dessus. Je pense que ce qui agace dans Twilight, en tout cas pour mon cas, je l'ai lu. Quand je l'ai lu, j'ai aimé le lire. C'est juste que quand je l'ai fini, j'avais un petit peu cette impression d'avoir été sous acide un petit peu, tu vois. Et ce que je reproche, c'est que justement, c'est quelque chose qui a excessivement bien marché, alors que je trouve que le style n'est pas extraordinaire, l'intrigue guère plus. Et on parle de tout ce côté milieu fermé, avec des ouvrages qui mériteraient d'être carrément sur le milieu de la scène et sous la lumière, et qui n'ont pas forcément les honneurs parce qu'ils n'ont pas rencontré un éditeur, quelque chose qui en fasse la publicité. Oui. Je pense qu'il y a plus un côté un petit peu injuste de se dire, ça c'était pas terrible, et ça a été vendu à des milliers d'exemplaires, et il y a tellement de pépites qui il y a sont plein de cachées qu'on ne choses voit qui, pas. dans son nombre, du coup, se sont bien vendues. C'est vrai. Et qui ont peut-être donné lieu à des ouvrages de qualité. Ça a donné suivi lieu cette, à toute la création de rayons dans les librairies dédiés aux jeunes adultes. C'est-à-dire à cette tranche où on n'a pas encore envie d'aller piocher chez la littérature contemporaine, etc. Mais on a envie de lire des trucs un peu plus adultes. La littérature jeune adulte, comme je disais tout à l'heure, la seule différence, c'est que les personnages ont moins de 25 ans et que les couvertures sont trop belles. C'est la différence avec la littérature contemporaine adulte, quoi. Je vais peut-être finir en présentant des livres si vous voulez en apprendre plus sur la littérature Il nous de reste jeunesse. 5 minutes. 5 minutes. Donc, Alors le premier, qui est une bible que j'ai utilisée pendant mes études, c'est ce livre-là, Introduction tu veux que je à la littérature de jeunesse d'Isabelle Nierchevrel. Isabelle Nierchevrel est une chercheuse en littérature de jeunesse. Je crois qu'elle est à Nanterre ou à Angers, je ne sais plus. Et c'est un bouquin qu'elle a écrit déjà maintenant. Et professeur émérite de littérature générale et comparée à l'université de Haute-Bretagne à Rennes. Ah bah elle était à Rennes, elle y est plus maintenant, je crois. Très bien. Bon, elle était à Et, Rennes. c'est un bouquin qu'elle a écrit, je dirais, mais une petite dizaine d'années maintenant, qui est une bible. Introduction à la littérature de jeunesse, ça vous résume l'histoire de la littérature de jeunesse, les grandes œuvres qui ont marqué cette histoire. Ça vous fait un panorama un petit peu de ce qui existe maintenant. Ça s'est sorti juste au bout du phénomène Harry Potter. Je crois que le tome 5 ou 6 était sorti, quelque chose comme ça. Du coup, c'est quand même assez récent sur le sujet. Et il y a toute une réflexion aussi, d'analyse de la littérature jeunesse. Comment on analyse un album? À quoi servent les contes? C'est quoi la différence entre un conte et une nouvelle? Enfin, toutes ces petites choses-là, il est merveilleux. Si vous devez en lire qu'un, c'est celui-là. Introduction à la littérature de jeunesse, il est toujours édité, c'est chez Didier Jeunesse. Il est quand même assez accessible parce que c'est un texte universitaire. Il est complètement accessible. Enfin, vraiment, c'est une introduction, c'est fait pour le lecteur lambda. Pour le néophyte. Pour le néophyte. Si vous ne connaissez pas toutes les références dedans, il y a des notes qui vous expliquent tout ça. C'est vraiment très très bien fait. Ok, super. Donc, l'introduction à la littérature de jeunesse d'Isabelle Nierchevrel. Il y en a un deuxième qui est indispensable, c'est celui-ci, Lire l'album, de Sophie van der Linden, qui est, moi je trouve que c'est la grande chercheuse sur l'album en France. Ce livre, il est étudié par tous ceux qui vont manipuler les albums, que ce soit les bibliothécaires, les professeurs des écoles, les libraires, etc. C'est quelque chose qui vous apprend à lire un album au-delà de « Ah, c'est une histoire avec une image ». On vous apprend le rapport entre le texte et l'image, qu'il y a différents rapports entre le texte et l'image, qu'il y a différentes façons de construire l'album, Enfin, on vous donne les clés comme si vous deviez apprendre à analyser des tableaux, sauf que c'est pour des albums. Et ça, c'est génial parce qu'un album, c'est lu tellement vite, on se rend pas compte de la richesse qu'il y a dedans. Et moi, depuis surtout que je l'ai lu, chez certains auteurs, il y a des gens qui des fois mettent des détails. Moi, j'aime beaucoup Monsieur Bachelet. Ses albums, Bachelet, moi, chaque fois que je les relis, il y a toujours des détails dans les dessins et même dans le texte. On a tendance à penser que les albums, c'est juste des textes qui ont été illustrés, alors que généralement, non. Il y a tout un rapport entre la définition de l'album, qui est encore une fois très délicate, c'est en gros un récit qui est porté à la fois par le texte et par l'image, un peu comme en BD, mais pas vraiment. Mais il faut que vous lisez ce livre si vous voulez en savoir plus. Il est très bien fichu. Attendez, je vais poser le micro, il y a plein d'exemples. En fait, vous avez plein de pages montrées en haut avec les explications en dessous. Voilà, vous avez beaucoup d'exemples de demi-pages où on vous explique techniquement, concrètement, à quoi ça ressemble et comment il faut l'analyser, etc. C'est très très bien fait. Et le dernier, pour les geeks que vous êtes... Quelle belle présentation.
Les derniers pour les geeks que vous êtes, je l'ai trouvé fascinant. C'est un cours que j'ai eu à la fac avec ce monsieur qui est génial. C'est Christian Schelbourg qui est chercheur à l'université de Nancy, où il y a un super département de littérature de jeunesse aussi. C'est les fictions de jeunesse. C'est un livre d'une collection d'essais sur comment les fictions pour la jeunesse, donc pas seulement les livres, mais aussi les séries télé, les films, enfin tout ça, comment ça influence la fiction en général. Il y a notamment des essais sur Barbie qui sont géniaux. Enfin, vraiment. Sur des livres Barbie, du coup. Non, sur les films et la série télé. Ah, Barbie. sur les séries et films. Et notamment sur Barbie et les Trois Mousquetaires. Il y a des choses sur les Totally Spies. Mais d'un point de vue universitaire, c'est super intéressant. Et ça fout la banane de lire un truc comme ça parce que c'est un travail hyper précis fait par un monsieur qui a au début travaillé sur la poétique du sujet chez Jules Verne, quand même. Et maintenant, il a fait... C'est la poétique du sujet. Oh, c'est compliqué. Très bien. Voilà. Et du coup, ce livre-là est génial parce qu'il croise tous les médiums, BD, films, livres, etc. Et il vous montre comment les fictions pour la jeunesse façonnent la société. C'est super fascinant. Voilà, et du coup, il traite à la fois du livre, du cinéma, de tout. En fait, il fait par sujet. Par exemple, celui sur les Totally Spies et sur Barbie, c'est sur le girl power. Comment on fait des séries pour les filles, mais où les filles par leurs attributs féminins s'en sortent aussi bien que les garçons. Enfin, voilà. Et c'est super. Enfin, voilà. Moi, je vous conseille vraiment ces 3 bouquins-là si vous voulez en apprendre plus. Ils sont tous abordables ou trouvables dans les universités ou dans les bibliothèques, etc. Et vraiment, ils sont super chouettes. Celui-là, c'est aux Presses universitaires de France. Il coûte 25 € en neuf, mais vous pouvez peut-être le trouver d'occasion ou à la bibliothèque. Surtout si vous êtes encore étudiant dans les bibliothèques universitaires, s'il y a un département lettres, vous devriez l'avoir. Celui-là, c'est chez Didier Jeunesse. Pareil, vous devriez le trouver un peu partout. Celui-là coûte 22,50 €. Celui-là est un peu plus délicat à trouver, mais il coûte 34 € en plus. Donc il est un peu costaud parce qu'il est chez l'Atelier du Poisson Soluble, qui est une petite maison d'édition. Mais vraiment, tous les 3 sont super. Si vous voulez en apprendre plus, voilà. Et je me permets d'insister aussi que Jeanne, ici présente, a donc lancé une chaîne YouTube en plus de son blog qui s'appelle Pile à lire, où elle traite aussi de ces sujets-là. Elle explique qu'est-ce que c'est que la littérature jeunesse. Tu parles des albums aussi. Oui. Et il y a aussi des analyses de grands classiques, notamment le Livre de la jungle, et ce que l'on pense savoir du Livre de la jungle, alors que ça a été pas mal bougé dans les différentes adaptations. Et bientôt sur Mary Poppins, petit teasing. Waouh. Ce teasing en loose day. J'en profite pour juste parler des dernières interventions que nous avons eues. Donc Christelle réagit et dit: je me souviens de la collection Raconte-moi une histoire avec fascicules et cassettes audio. Oui, cassettes audio, ces trucs rectangulaires qui s'en mêlaient dans le magnétophone. J'ai découvert notamment les aventures de Gobolino, ce petit chat de sorcière qui cherchait une maison chaleureuse. Du plus loin que je me souvienne, c'est ma première histoire magique. Moi, j'ai appris à lire avec des livres cassettes comme ça, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc merci pour ce témoignage. Ensuite, on a Alodia qui dit: il y a eu un mock, et voilà, au moment où je mets à jour, je vais casser cette tablette. Il y a eu un mock fantasy qui était très intéressant, proposé par l'université d'Artois, je crois, et qui permettait de bien distinguer les différences entre les différents genres en abordant différents livres et films et de diverses périodes. Je crois qu'il propose cette année un mock science-fiction. En plus, c'est gratuit. Eh bien, merci beaucoup pour la. Il y a eu 2 de mocks comme ça, ils étaient tous les 2 super. Enfin, ouais. Les mocks, c'est la vie, c'est trop bien. On apprend plein de choses. Et ensuite, donc, Kurt Wagner qui nous dit: c'était super intéressant, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, si vous voulez en savoir plus, on reprend ça à 16h dans l'aquarium, je crois. Voilà. Tout à fait. Donc, merci continuez à suivre les flux. Merci à tous et à tout bientôt.